Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la playlist numéro 7. La playlist c'est votre émission où chaque semaine, chaque 15 jours, j'essaie de revenir sur l'actualité cinéma et télévision, séries télé surtout, pour vous donner un petit condensé de ce qui s'est passé en termes d'actualité, et puis de temps en temps je vous fais également une recommandation, une critique, et puis on fait également un petit retour sur la watchlist des prochains jours, ce qui va se passer en termes de sorties ciné, en termes de sorties séries, en termes de sorties streaming aussi, et bah voilà, cette semaine on aura tout ça. La revue actualité, la revue streaming, la revue sortie cinéma, et enfin une petite review de film, parce qu'une fois n'est pas coutume, voilà. Ça faisait un moment que j'en avais pas parlé, un petit peu une petite review. Je vais parler des Mitchell contre les machines, une sortie Netflix. Mais avant ça, je vous propose de passer tout de suite à l'actualité ciné-série. La première de ces actualités que j'ai sélectionnées cette semaine, c'est les rumeurs qui prêtent à Henry Cavill l'envie, ou en tout cas des négociations autour de Henry Cavill et de Lionsgate, autour d'un reboot de la saga Highlander. Alors la saga Highlander, évidemment, qui avait été incarnée avec brio par Christophe Lambert, qui jouait donc Connor MacLeod, ce fameux sabreur, on va dire, cet épéiste de renom et immortel, venu des temps anciens et de l'Écosse, qui traversait les siècles et les siècles et permettait d'être immortel grâce au quickening, le fameux quickening, qui vous permet, en décapitant un de vos adversaires qui est lui-même immortel, de récupérer sa puissance. Donc voilà, la saga Highlander, dont on n'avait pas entendu parler depuis un moment, pourrait revenir sur les écrans de cinéma par l'intermédiaire d'Henry Cavill. Alors ça n'est pas fait, puisque pour l'instant tout ça est en étape de négociation, mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Alors c'est plutôt de la série B, hein, Highlander, on va pas se mentir. Moi j'avais surtout côtoyé la série télé, avec Quentin MacLeod pour le coup, et donc c'est une franchise qui pour le coup sommeillait un petit peu depuis un moment, et j'ai appris que il y avait déjà un certain nombre d'acteurs qui avaient été attachés au projet. On pensait à une époque à Ryan Reynolds et à Dave Bautista. Alors visiblement ils le sont plus. Mais pour l'instant, on essaie de sécuriser probablement un des grands noms. Alors on ne sait pas qui jouera Henry Cavill, si jamais il signe, mais voilà. Bon, est-ce que vous pensez que Highlander c'est une bonne saga à ressusciter ? Moi je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec. Par contre, côté décapitation, tout ça, est-ce qu'il faudrait pas que ça soit une classification d'âge pas forcément pour tout public ? Ça c'est une question qu'on est en droit de se poser. Voilà donc pour ce reboot d'Highlander. Sachez quand même que Henry Cavill est quand même très très occupé ces derniers temps, puisque il est à la tête de la série The Witcher pour Netflix. Il a également signé pour une saison 2, pardon, pas pour une saison 2, pour une suite au film Enola Holmes, où il incarne justement Sherlock Holmes, face à Millie Bobby Brown, qui joue elle, sa sœur. C'est elle l'actrice principale, mais bon, il fait des apparitions. Donc voilà, il a signé pour ça. Pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Visiblement, il reprendra pas son costume de Superman, puisque les plans de DC et de Warner sont tout autres pour la suite de l'exploitation des comics d'ici au cinéma. Donc il est improbable que Henry Cavill revienne en Clark Kent / Kal-El. Voilà donc pour cette première news. Deuxième news importante, c'est que il y a des bruits de couloir comme quoi Amazon serait en négociation, encore une fois, avec la MGM pour un rachat. Un rachat qui serait coté à 9 milliards de dollars. Bon, alors,
MGM déjà, bon, c'est un des grands studios américains de l'âge d'or hein, de Hollywood. C'est un studio extrêmement important pour la guerre entre guillemets du streaming, dans le sens où ça permettrait à quiconque la rachète d'obtenir un catalogue incroyable hein, de 4000 titres, donc c'est beaucoup de films de l'âge d'or du cinéma, mais pas que. C'est une franchise monstrueuse qui est celle de James Bond, mais c'est aussi, et plus récemment, des séries télé. Bon, je pense par exemple à Stargate, mais on peut aussi penser à The Handmaid's Tale, des choses comme ça, quoi. Donc c'est... en termes de films, c'est Chantons sous la pluie, c'est Autant n'emporte le vent, c'est la trilogie du Hobbit, c'est des choses comme ça. Donc en termes de contenu, on imagine bien pourquoi Amazon s'intéresse à ça. Maintenant, c'est pas la première fois qu'MGM cherche à se faire racheter. C'est pas la première fois du coup que ça ne donne rien. Donc il est possible que ça pose problème, que ça se fasse pas, parce que déjà, bon, c'est pas une paille, hein, 9 milliards de dollars. Et il y a un autre souci, c'est que bon, il se trouve que la franchise qui est un petit peu le joyau de la couronne hein, de chez MGM, c'est James Bond. Et la saga James Bond, elle est un petit peu à part de MGM, puisqu'elle est gérée par les producteurs de chez Eon Productions, donc qui gèrent en fait la franchise au cinéma depuis son arrivée au cinéma justement. Et du coup, ils ont vraiment une mainmise extrêmement importante sur cette franchise, et ils sont pas du tout fans de l'idée de faire en sorte que leurs films James Bond sortent sur des plateformes de streaming avant le cinéma. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle le prochain film, donc No Time to Die, comment il s'appelle en français ? Mourir peut attendre, le dernier film en James Bond de Daniel Craig, n'est pas sorti sur une plateforme de cinéma, d'une plateforme de streaming, parce que justement les producteurs de chez Eon, donc Barbara Broccoli pour ne pas la citer, ne souhaitent pas en fait que le film sorte sur une plateforme et pas au cinéma. On parlait notamment d'un deal avec Apple qui avait proposé 600 millions de dollars pour acheter l'exclusivité de No Time to Die sur sa plateforme Apple TV+. Hein, donc c'est un chèque énorme, mais c'est pas MGM qui choisit en vérité. C'est Eon Productions. Et si Eon Productions n'est pas d'accord pour que les prochains films James Bond sortent sur Amazon Prime Video et pas ou peu au cinéma, il est possible que tout ce deal à 9 milliards de dollars capote complètement. Donc ça, c'est... Bon, pour vous dire un petit peu qu'il faut un peu tempérer ces rumeurs, parce que rien n'est fait, et que c'est une situation qui est peut-être un petit peu plus complexe que ne l'a été le rachat de Fox par Disney, parce qu'il y a probablement le gros point de contention ne peut pas être géré unilatéralement par MGM ni Amazon. Et vous doutez bien qu'en tant qu'Amazon, quand on se dit je vais racheter une licence aussi forte que James Bond, mais j'aurai pas vraiment les clés de la maison, contractuellement c'est compliqué. Du coup voilà, ça c'est pour Amazon, James Bond et MGM. Un deal qui pourrait se faire, qui pourrait ne pas se faire. On en reparlera s'il y a des news. Bien évidemment, en parlant de licence importante, parlons de Star Wars. La licence Star Wars, vous le savez, c'était mi-décembre. Disney a fait un grand barnum, une journée des investisseurs pour présenter ses prochains projets et surtout essayer de faire en sorte que les investisseurs croient beaucoup en la marque Disney et surtout à son catalogue Disney+ pour le futur, et a fait énormément d'annonces de séries Marvel, de séries Star Wars, d'autres contenus qui nous intéressent un petit peu moins, je vais pas vous mentir, plein de contenus sportifs, des choses comme ça. Et parmi tous ces projets, il y avait un projet de spin-off de la série The Mandalorian. Ce projet de série s'appelle Rangers of the New Republic, donc les Rangers de la Nouvelle République, qui devait être une série spin-off de Mandalorian, qui a beaucoup de succès sur Disney+, dont la saison 3 est attendue, je crois que c'est pour 2022.
et donc ces Rangers de la Nouvelle République, on s'imaginait, étant donné ce qu'on a pu voir dans la saison 2 de Mandalorian, aurait été probablement centré sur les personnages de Gina Carano et de... comment il s'appelle ? Je vais le trouver. Carl Weathers, merci. Bon, visiblement, a-t-on appris sur le site de Lucasfilm cette dernière semaine, le spin-off Rangers of the New Republic n'est plus activement en développement chez Lucasfilm. Bon, parmi la dizaine de séries autour de Star Wars qui sont prévues, c'est pas très grave qu'il y en ait une qui soit pas spécialement poursuivie et qui ne donne pas forcément gain de cause. En revanche, bon, il se trouve que la spéculation voulait également que cette série donne la part belle au personnage de Gina Carano, alias Cara Dune. Bon, il se trouve que Lucasfilm et Gina Carano se sont quittés en pas très bons termes ces derniers mois. Il est probable du coup que ce soit une des explications pour lesquelles Rangers of the New Republic n'existera peut-être pas. Ça veut pas forcément dire qu'ils vont complètement oublier l'idée, hein. Si ça se trouve, ils peuvent utiliser les ébauches d'idées qu'ils avaient pour cette série dans une autre série, puisqu'on l'a dit, hein, il y en a une dizaine qui sont prévues. Ils pourraient très bien décider de reprendre cette série, mais avec un autre personnage, c'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, visiblement, le développement de cette série sur Disney+, n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, sachez-le. N'attendez pas donc Rangers of the New Republic tout de suite, ça c'est certain. On va faire un petit point Pôle emploi. La semaine dernière, je vous ai fait tout un speech, un laïus sur les recrutements sur Akuto-2, le film de Rian Johnson. Vous le savez, Akuto-2 et Akuto-3 sortiront sur Netflix, qui a littéralement créé un pont d'or, hein, pour que ces deux suites se fassent exclusivement sur sa plateforme. Et le tournage du deuxième épisode va commencer en Grèce cet été. On sait désormais pour deux nouveaux qui vont rejoindre le casting. Le premier s'appelle Leslie Odom Jr., que vous connaissez peut-être si vous êtes fan de la comédie musicale Hamilton, dont je parle régulièrement par ici. Il se trouve que Leslie Odom Jr., au-delà de camper Aaron Burr, le rival de Hamilton dans la comédie musicale du même nom, a été salué d'une nomination aux Oscars cette année parce qu'il a joué dans One Night in Miami. Donc il est possible qu'il se soit fait remarquer à ce moment-là. Donc il rejoint cette suite de Akuto-. Pour l'instant, on ne connaît pas les tenants et aboutissants de qui joue qui, et surtout de qui joue quoi, parce que le scénario du film pour l'instant est encore très secret. Également une autre recrue pour Akuto-2, c'est le Hollywood Reporter qui nous rapporte ça, Kate Hudson, qui rejoint également le casting. Voilà, Kate Hudson que je connais pas spécialement pour le coup, mais une nouvelle jeune femme qui a été castée pour Akuto-2. Un autre casting cette fois, alors pas du tout dans le même principe et sur le même tournage, mais vous le savez, Tim Burton travaille bientôt avec Netflix sur une série qui s'appellera Wednesday pour mercredi de la famille Addams. Oui, une série qui a trouvé son rôle principal, Mercredi Addams, avec Jenna Ortega. Alors Jenna Ortega qui a déjà joué pour un film sur la plateforme de Netflix, The Babysitter Killer Queen, que j'ai pas vu. Mais bon, quand je vois la photo, je me dis ouais, elle pourrait faire une bonne Mercredi Addams. On sait que c'est Tim Burton qui s'occupe de cette série. Alors il ne l'écrit pas, il la produit, il la réalise, et c'est une série pas d'animation mais en prise de vue réelle, et elle va être composée de 10 épisodes. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. On ne sait pas encore si la série mettra en scène d'autres membres de la famille Addams. On sait en revanche que on en connaît un petit peu sur le scénario du film, de la série, pardon.
qui est en fait une espèce de thriller d'enquête où Mercredi Adams va devoir utiliser ses capacités pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la ville de Nevermore. Et essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool. Je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner ce projet. Ça fait un moment, voilà, pour tempérer un petit peu mes ardeurs, ça fait un moment que Tim Burton nous a pas proposé un grand truc. Ça fait un moment quand même que ces dernières productions sont un petit peu sont pas hyper marquantes, donc j'aimerais bien, ce serait cool en tout cas de voir ce qu'il a à proposer sur un format série, hein, puisque c'est assez nouveau pour lui, donc on va lui donner le bénéfice du doute. Ça s'appelle donc Wednesday, série portée par Mercredi Adams, et donc Jenna Ortega dans le rôle principal tenu cette fois par John Boyega qui avait fait équipe avec un certain Joe Cornish il y a 10 ans déjà, dans un film qui s'appelle Attack the Block. Attack the Block, c'était un film britannique qui mettait en scène une invasion extraterrestre dans une cité londonienne du sud de Londres, et il devait se frotter au personnage de John Boyega, une espèce de petite frappe limite chef de gang, qui va essayer évidemment de défendre son quartier. Et ça faisait plusieurs années qu'on entendait parler d'une suite. Ça y est, c'est officiel. Attack the Block 2, ça existera. On ne sait pas encore dans combien de temps, mais Joe Cornish et John Boyega sont tous les deux sur le projet. Donc ça fait évidemment très très plaisir à lire. J'espère qu'ils ont des idées, j'espère qu'ils ont des envies évidemment de reparticiper à cette licence. Alors c'est un petit film, hein, Attack the Block, c'est pas une grosse production, mais j'ai très hâte de voir, parce que moi j'avais beaucoup aimé, j'avais passé un très bon moment à l'époque. Donc le film était sorti en 2011 et moi j'avais trouvé ça plutôt cool. Donc voilà, pour avoir lu un petit peu leurs citations, les deux belligérants ont l'air d'avoir très hâte de participer à cette suite. Donc voilà, on attend ça avec impatience, tout comme cette série d'animation Batman qui est prévue chez HBO Max. HBO Max, vous le savez, qui est la plateforme de Warner, qui n'est pas disponible en France pour le moment. On ne sait pas si ça le sera un jour, mais qui a tendance à vouloir exploiter un certain nombre de licences qui appartiennent à Warner, dont celle évidemment des DC Comics. Et puis Batman, vous le savez, ce sont souvent des séries d'animation qui sont qualitatives. Alors on pense notamment à la série animée Batman, hein, qui a probablement marqué votre enfance comme la mienne. Cette série, visiblement, cette nouvelle série qui s'appelle Batman Caped Crusader, fait tout, en tout cas, pour nous faire penser que c'est la suite spirituelle de Batman, la série animée. À tel point que, en producteur exécutif de la série, on retrouve un certain Bruce Timm. Bruce Timm qui est le co-créateur de Batman, la série animée. Donc, bon, que voulez-vous que je vous dise? Ça donne forcément extrêmement envie. C'est prévu sur HBO Max. On espère évidemment que ça soit aussi bien que la série de l'époque. Ça sera géré par Warner Bros Animation en termes de production visuelle. On peut citer également J.J. Abrams comme coproducteur, ainsi que Matt Reeves qui est le réalisateur du futur Batman, qui sera campé par, rappelons-le, comment il s'appelle ce belâtre, Robert Pattinson. J'en tape dans mon micro. Robert Pattinson, du coup, qui sera le nouveau Batman de Matt Reeves, qui a terminé son tournage depuis quelques mois, et qu'on attend du coup, soit pour la fin de l'année, soit pour le début de l'année prochaine. Donc voilà, Batman Caped Crusader, j'ai très hâte de voir, j'ai très envie que ce soit bien, et ça me donne envie de relancer Batman, la série animée, que j'ai en Blu-ray, donc c'est parfait.
On reste dans les bad trucs, et oui, les bad trucs, puisque en ce moment il y a un petit peu d'actu autour de ça. Bad Girl, le film Bad Girl, ça fait un moment qu'on en parle. À une époque, c'était Joss Whedon qui devait s'en occuper. Bon, depuis, il est un petit peu tombé en disgrâce, hein, le bon Whedon. On sait désormais qui s'occupera de la réalisation de ce film Bad Girl, et ce sera 2 réalisateurs, un couple de réalisateurs porté donc par Adil El Arbi et Bilal Fallah. Alors moi pour le coup je connaissais pas du tout, mais je me suis rendu compte en fait que ces deux gars-là c'est un peu des stars montantes de la réalisation et de la production à Hollywood ces dernières années, puisque en 2020 ce sont eux qui sont les pères du dernier blockbuster finalement sorti avant le shutdown et la pandémie, c'était Bad Boys for Life. Alors moi j'ai pas vu, mais bon, ça me donne pas spécialement confiance, un projet comme celui-ci. Et ils ont également produit et réalisé un certain nombre d'épisodes de la série à venir Ms. Marvel pour Disney+. Donc visiblement, les gros studios ont tendance à leur faire confiance. Donc on va voir de quel bois il se chauffe pour Bad Girl. Bad Girl qui est donc Barbara Gordon, donc la fille de Jim Gordon, le commissaire de Gotham, et qui est du coup une super-héroïne à ses heures perdues. Le film est écrit par la scénariste de Bumblebee, qui a également écrit le script de Birds of Prey, du DC Comics, mais aussi du futur film Flash. Futur film Flash qui est porté évidemment par Ezra Miller. Donc bon, tout ça c'est prévu pour du HBO Max dans les prochains mois. Pour l'instant évidemment ça n'est ni tourné ni casté, donc c'est pas pour tout de suite. Si on le voit en 2022 ça sera déjà une chance. Mais voilà donc pour Bad Girl. Et pour les news de cette semaine, je vous propose de passer à la suite avec notamment ma recommandation visionnage. Alors, Les Mitchell contre les machines. Les Mitchell contre les machines, c'est un film que j'ai fait figurer dans ma watchlist il y a quelques semaines. C'est sorti exclusivement sur Netflix. C'est un film qui est produit par Sony, qui devait sortir au cinéma, qui devait sortir au cinéma en fin d'année dernière. Ça a été décalé, puis bon, le film a été vendu à Netflix. C'est un film qui est produit par les 2 producteurs, Phil Lord et Chris Miller, que vous connaissez, puisque comme c'est écrit sur l'affiche à dessin, ce sont les producteurs derrière Spider-Man New Generation, ou plutôt Into the Spider-Verse, et La Grande Aventure Lego. Donc ce sont des producteurs qui sont rompus à l'exercice de l'animation et qui semblent avoir beaucoup d'idées pour la dynamiser, voire parfois la dynamiter. Les Mitchell contre les machines, c'est tout à fait ça en vérité. L'idée, c'est de faire en sorte que on essaie d'aller plus loin dans ce qu'on est capable de faire sur de l'animation. Le pitch est assez simple. C'est une famille un peu surconnectée, très très habituée aux tablettes, aux smartphones, aux ordinateurs. Tout ça, donc chacun a son écran et du coup chaque membre de la famille n'arrive pas à se connecter l'un à l'autre. Donc ça c'est un peu le pitch de base. C'est une famille qui s'auto-qualifie comme un peu cassée, un peu naze par rapport aux super voisins, machin, qui ont eux une super famille, qui ont l'air de bien s'entendre, machin. Bon, il se trouve que un jour, par un truchement scénaristique que je ne vous décrirai pas, il y a un soulèvement des machines. Les machines connectées se rebellent contre les êtres humains. Et il se trouve que seuls les Mitchell survivent à ce soulèvement des machines et vont être du coup les seuls à essayer de pouvoir inverser la balance et faire en sorte de sauver l'humanité. Alors vous doutez bien qu'une famille de bras cassés comme celle-ci, forcément, ça a tendance à pas spécialement donner confiance dans le sort de l'humanité. Mais voilà, tout ça c'est le principe du film bien évidemment. Et moi j'ai bien aimé. J'ai passé un super moment.
parce qu'il y a une vraie énergie autour du film. Il y a un petit peu cette façon qu'on a vue dans la grande aventure Lego et dans Spider-Man New Generation d'aborder l'animation d'un point de vue extrêmement rythmé. C'est-à-dire que le film s'arrête jamais. Il y a vraiment une façon de monter le film qui est extrêmement dynamique. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Donc si vous êtes là juste pour vous poser et chiller, le film va vous épuiser limite. Et moi j'ai beaucoup aimé ce principe-là. Il y a vraiment... alors le personnage principal qui est une gamine est passionné de cinéma, passionné d'internet, et le film adopte son point de vue sur beaucoup de choses. Et on sent que certains codes des fameux YouTube poop, vous savez, ces montages extrêmement bizarroïdes et référencés sur internet, ça fait partie des codes et du cahier des charges du film. Donc si vous appréciez ça, je pense que vous allez reconnaître des petits tips de montage, pas spécialement des références en soi, mais parfois on a l'impression que ça part tellement dans tous les sens, il y a tellement des trucs partout que ça en devient n'importe quoi, mais on est toujours pris dans l'élan du truc. Et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le film dure je sais pas 1h45 ou un truc comme ça, et on sent vraiment pas le temps passer. C'était moi j'ai vraiment passé un bon moment, et on a regardé ça en couple avec ma copine, et on a vraiment tous les deux beaucoup ri. Donc c'était vraiment très cool. J'aime bien aussi le fait que le film soit hyper coloré. C'est pas du tout similaire à Spider-Man New Generation, qui avait vraiment ce côté hyper stylisé, mais il y a un côté couleur qui flash, vraiment enfin voilà, visuellement c'est hyper attrayant, et en plus ils ont une science du rythme qui pourrait être épuisante au bout d'un moment, et au final qui fonctionne vraiment. Alors évidemment, on regarde ça probablement en famille, et je pense que ça se déguste de façon très correcte en famille. Et moi je conseille ça parce que franchement les gamins, je pense que ça va les amuser, les parents ça va les amuser aussi, la morale est super pleine de bons sentiments bien évidemment, puisque voilà, c'est une cible familiale, mais elle fonctionne cette morale. Moi j'ai bien apprécié. Alors il y a pas spécialement, c'est pas spécialement une morale de vieux con, mais c'est un truc qui a une portée quoi. Donc moi j'ai beaucoup apprécié. Je vous recommande Les Mitchell contre les machines. J'aurais aimé le voir au cinéma, ce film. Bon, ce ne sera pas le cas. Le fait est que désormais il est disponible à peu près partout, puisqu'il est sur Netflix, donc profitez-en, parce que c'est un vrai plaisir à découvrir ce film. Donc allez-y, courez-y si ça n'est pas encore fait. Les Mitchell contre les machines. Je vous propose désormais de faire un petit peu le point sur ce qui va sortir cette semaine en streaming, mais aussi en salle de cinéma. C'est ma fameuse watchlist. Donc les Mitchell contre les machines, c'était un de mes conseils lecture d'il y a quelques semaines. Peut-être qu'il y aura un truc super sympa aussi dans ce que j'ai sélectionné dans ma watchlist. J'ai sélectionné Détective Conan. Détective Conan, film d'animation. C'est le 24e film Détective Conan. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est le tout premier film Détective Conan à sortir en salle, en France. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est le seul qui sortira en salle de cinéma. Donc évidemment, il y a une dimension de soutien, évidemment, à soutenir bien évidemment cette initiative qui est faite par Eurozoom. Donc évidemment, moi la première chose que j'ai voulu savoir avant de me renseigner sur le film et avant de potentiellement aller en salle de cinéma pour le voir, c'est est-ce que du coup je vais y comprendre quelque chose. Parce que moi pour le coup j'y bite rien, Détective Conan j'ai jamais lu, jamais regardé, et c'est le 24e film, du coup je me suis dit mais comment à quel moment je vais y comprendre quelque chose. Et bien il se trouve que un peu à l'image des diverses enquêtes de l'époque, Agatha Christie, etc., c'est une enquête qui est close en fait. C'est pas spécialement une suite
Enfin, vous allez pas spécialement manquer grand-chose si vous regardez juste ça. Ça, c'est quand même hyper rassurant. Vous n'allez pas spécialement manquer de contexte, puisque l'idée, c'est que dans le film, vous avez une enquête en soi qui est fermée sur elle-même. Donc ça, c'est plutôt bien. Et évidemment, pour tous les gens qui connaissent tout ça, qui connaissent l'univers, vous allez reconnaître des personnages, et puis vous allez aussi avoir des références aux films précédents. Donc ça, c'est plutôt cool. Détective Conan, ça sort le 26 mai, j'allais dire mars 2021, en salle de cinéma, dans les bonnes salles de cinéma qui vont les programmer bien évidemment. J'ajoute aux sorties cinéma du 26 mai 2021, The Father, qui est un film de Florian Zeller, oui, un Français, qui adapte sa propre pièce de théâtre, ici en langue anglaise, avec, excusez du peu, Anthony Hopkins et Olivia Colman. Bon, ça va. En termes de casting, j'ajoute évidemment, vous le voyez, c'est écrit partout sur l'affiche du film. Le film a récupéré 2 Oscars cette année, la meilleure adaptation, le meilleur scénario adapté, mais aussi le meilleur acteur pour Anthony Hopkins. Alors, le pitch est assez, je sais pas si on pourrait dire simple, mais c'est donc on suit le personnage d'Anthony Hopkins, qui est donc le père d'Olivia Colman, qui vit lui à Londres avec sa fille, semble-t-il, et un jour elle lui dit « Je quitte Londres et je pars à Paris, donc tu vas devoir être accompagné d'une femme de ménage une aide sociale, une aide de la mairie, ou alors il va falloir que tu ailles en maison de retraite. » Et lui, il lui dit « Mais moi je suis très bien là, j'ai besoin de personne, il n'y a pas de problème. » Sauf qu'un peu plus tard, il voit une autre personne dans son appartement qui lui dit « Mais moi je vis ici en fait. Et je suis marié à ta femme depuis 10 ans. On n'a pas du tout l'intention de partir. » Commence à être un petit peu bizarre ce qui se passe autour de ce personnage-là. Et donc l'idée en fait ça va être d'essayer de suivre un petit peu son parcours, à essayer de comprendre tout ça, à essayer de démêler le vrai du faux. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'on lui ment, est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans sa tête. Voilà, c'est la grande question de The Father. Le film sort du coup le 26 mai. Il est probable que ça soit un petit peu difficile, mais en tout cas probablement bouleversant, comme le dit The Times sur cette affiche. Voilà, si vous aimez ce genre de drame, il est probable que le film de Florian Zeller vous parle. Rien à voir, Méandre, film de Mathieu Turi, un film français encore une fois, porté par une Française, Gaia Weiss, et Mathieu Turi qui est un réalisateur français. Là, on est plus dans le thriller, limite horrifique, où une femme, incarnée par Gaia Weiss, se retrouve coincée dans une espèce de tunnel hyper bizarre qui va lui proposer de plus en plus de pièges, toujours plus dégueulasses les uns que les autres. C'est vraiment j'ai envie de vous dire du film d'enfermement suffocant qui a l'air d'être extrêmement efficace. Enfin, quand j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air absolument dingue. Les pièges mortels s'enchaînent les uns après les autres et tu te dis mais comment elle va faire pour s'en sortir. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de cinéma de genre hyper efficace qui probablement parlera aux férus du genre. J'attends évidemment vos retours sur ce film qui s'appelle donc Méandre, et ça sort le 26 mai encore une fois en salle. Film américain qui s'appelle Promising Young Woman, porté par Carey Mulligan. Alors c'est un film qui en dit un peu plus dans sa bande-annonce que dans son pitch, que dans son synopsis. Le synopsis est hyper évasif et nous dit, alors c'est une jeune femme qui est extrêmement prometteuse, où tout le monde s'accorde pour dire qu'elle va faire de grandes choses dans la vie, et puis un jour quelque chose se passe et bouleverse totalement
son parcours de vie tout tracé. Et c'est à peu près tout ce qu'on apprend dans le synopsis. Bon, dans la bande-annonce, pour le coup, on voit cette jeune femme, jouée donc par Carey Mulligan, qui joue la femme en état d'ébriété chaque semaine dans des bars ou des boîtes de nuit. Et chaque semaine, des bons samaritains lui demandent si ça va, lui proposent de la ramener chez eux. Et évidemment, l'objectif, c'est de profiter d'elle. Bon. Il se trouve qu'elle ne fait que jouer la femme en état d'ébriété et va ensuite, du coup, les confronter. Alors, on ne sait pas ce qu'elle leur fait après. Mais on verra. Donc, c'est... voilà. On en apprend un petit peu plus sur le film dans la bande-annonce. Je vous conseille d'aller la voir pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Je suis assez curieux, honnêtement. Le film, lui aussi, a chopé un Oscar. C'est la réalisatrice et scénariste Emerald Fennell, je crois qu'elle s'appelle, qui a chopé le prix du meilleur scénario original. Donc on a eu la meilleure adaptation avec Florian Zeller sur The Father, et donc le meilleur scénario original c'était Emerald Fennell avec Promising Young Woman. J'ai très envie de voir ce film en tout cas. Ça sort pareil, comme les 3 autres films cités plus tôt, le 26 mai 2021. Série sur Netflix, une série d'animation originale Netflix qui s'appelle Eden. Alors c'est une série d'animation plutôt de science-fiction qui, dans un monde entièrement peuplé de machines, les machines elles-mêmes en ont oublié l'existence de l'humain et sont même en train de douter que les humains aient déjà existé. Et c'est dans ce contexte-là que 2 robots qu'on voit sur l'affiche, trouve une gamine quelque part, une humaine, et vont essayer de comprendre comment ça marche, ces petits êtres humains, et essayer de l'élever tant bien que mal. Donc ça c'est... voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette série. Ça a l'air plutôt sympatoche, très honnêtement. Encore Netflix. Ah pardon, je l'ai pas dit, mais Eden c'est 27 mai, tout comme Ragnarok saison 2. Ragnarok, c'est le retour de la série nordique de Netflix qui reprend un petit peu les codes de la mythologie nordique pour les moderniser, enfin pour les adapter au monde moderne. Donc la saison 2 a l'air de proposer un petit peu de la bagarre, quoi. Voilà, donc j'ai pas vu la saison 1, mais je le signale pour ceux qui seraient curieux. Pareil, ça c'est 27 mai sur Netflix. 28 mai sur Netflix, La méthode Kominsky, saison 3. Alors c'est une série pour le coup dont j'avais jamais entendu parler avant. Enfin, je la connaissais de nom, mais je m'étais pas renseigné encore dessus. Et je me suis dit, tiens, va voir la bande-annonce, va voir de quoi ça parle, en amont de la saison 3. Sauf que la saison 3 est la saison finale de La méthode Kominsky. C'est une série qui est portée notamment par Michael Douglas et Alan Arkin. Michael Douglas qui joue le rôle d'un acteur un petit peu déçu par sa carrière, qui propose des cours de comédie en fait à des jeunes aspirants acteurs, et qui donc c'est un acteur qui est assez vieux et qui côtoie son grand ami, son ami de toujours, qui est son ancien agent Norman, qui est joué par Alan Arkin. Et donc c'est vraiment une dramédie, donc le côté un peu comédie dramatique, dans le sens où c'est un peu rigolo, mais on parle de sujets un peu durs, quoi. Donc la vieillesse, les problèmes de prostate, des choses comme ça, la problématique de la mort, hein, bien sûr, comment on aborde la mort. Donc tout ça c'est hyper intéressant, et donc ça m'a donné vraiment envie de voir cette série. Et il se trouve que c'est une série qui est créée par Chuck Lorre. Alors Chuck Lorre, vous connaissez peut-être pas son nom, mais c'est le créateur de The Big Bang Theory, tout de même. Donc voilà, La méthode Kominsky, les derniers épisodes, c'est le 28 mai sur Netflix. J'avais envie de vous citer également une série qui arrive en original sur Amazon Prime Video. C'est une série qui s'appelle Panic, c'est une série thriller qui est adaptée d'un bouquin, et l'idée c'est que chaque année
il y a un jeu illégal qui est organisé dans un village américain qui propose à des gamins de gagner beaucoup d'argent s'ils sont le dernier à rester en jeu. Et ce jeu en fait consiste à les confronter à leur pire peur. D'où le nom Panic. Alors, pour avoir vu la bande-annonce, honnêtement, ça a l'air d'être un truc hyper teenage. Donc peut-être que ça fonctionne, je sais pas du tout. Je voulais le mettre parce que je voulais pas ne mettre que des sorties streaming sur Netflix. Et on va voir que la dernière concerne Disney+. Mais bon, moi en tout cas ça me parle pas trop, mais je voulais le signaler quand même. Et donc ça sort le 28 mai sur Amazon Prime Video. Amazon Prime Video, ça c'est fait. Disney+ maintenant, le 28 mai également, c'est la sortie streaming de Solo, A Star Wars Story. Alors c'est le deuxième spin-off de la saga Star Wars, produit par Disney. Parce que vous le savez, il y a une nouvelle phase d'exploitation de la saga Star Wars qui s'est faite depuis le rachat de Lucasfilm par Disney. Et Solo, A Star Wars Story qui est sorti en 2018, je crois, a une gestation très compliquée. On va pas se mentir. Le film devait être réalisé par Phil Lord et Chris Miller, qu'on a évoqué tout à l'heure, puisque ce sont les producteurs des Mitchell contre les machines. Et visiblement, en plein tournage, ils se sont pas entendus avec la production de chez Lucasfilm. Ils ont quitté le projet, et le projet a été repris à bras-le-corps par un certain Ron Howard, qui a donc terminé et fait un retournage du film que l'on connaît désormais sous le nom de Solo, A Star Wars Story. C'est un film qui est pas incroyable, on va pas se mentir, qui existe finalement que pour vous expliciter les moindres trucs qu'il y a autour de Han Solo, de comment il a rencontré Chewbacca, comment il est venu en contact du Faucon Millenium, de Lando Calrissian, comment il fait désormais pour être le pilote attitré du Faucon Millenium. Voilà, plein de choses comme ça. C'était d'ailleurs censé être le début d'une trilogie, bon, qui n'aura pas lieu, puisque le film a été très très mal reçu, et d'un point de vue commercial, il n'a pas fait ce qui était attendu. Bon, c'est pas forcément un mal qu'on n'ait pas de suite à ça, parce que très honnêtement, ça fonctionnait pas. Mais je vous le note, parce que si vous êtes en manque de Star Wars et que vous ne l'aviez pas encore vu, peut-être que ça vous intéressera. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur Solo Star Wars Story. Si vous avez toujours envie de le voir, il n'y a pas de souci. Et si vous avez envie de me dire ce que vous en avez pensé à la fin du film, ça m'intéresse évidemment. Voilà, c'est la fin de cette playlist numéro 7. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je le dis souvent, mais il faut le répéter parce que c'est important. Déjà, ça m'aide à me dire que ça vous intéresse, donc je vais continuer. Et puis, ça aide aussi à ce que d'autres gens puissent découvrir ce format d'émission. Donc, si ça vous plaît, surtout, n'hésitez pas à le dire et à partager autour de vous, bien évidemment. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine, s'il y a des choses à dire sur l'actualité cinéma et séries télé. Puis si c'est pas le cas, on se retrouvera probablement dans 2 semaines. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, et à très bientôt tout le monde. Salut à tous.